J'ai voulu jouer le jeu de YouTube et en 3 mois seulement, je me suis sentie étouffée. J'ai envie de parler de comment YouTube a failli détruire ma santé mentale. Si tu es déjà sur cette chaîne depuis un moment, tu dois savoir qu'il y a 1 an, j'ai fait ma première vidéo. C'était pas calculé du tout, je me suis juste posée et j'avais envie de parler justement de mon rapport aux réseaux sociaux et à Instagram particulièrement. Dans cette vidéo, j'ai parlé de pourquoi j'avais décidé de prendre du recul, de quitter même cette plateforme. Après ça, donc j'ai commencé à créer du contenu de manière plus régulière sur environ 3-4 mois sur YouTube et c'est cette expérience-là qui me permet de dire aujourd'hui que je n'ai pas envie d'être une youtubeuse. Oui, je vais peut-être continuer à publier du contenu sur YouTube, mais en tout cas, je ne serai pas youtubeuse. Pour que tu en saches un peu plus, sur, le contexte, YouTube, c'était la seule plateforme que j'appréciais et même dans cette vidéo sur Instagram, je disais que voilà, c'était la seule plateforme, sur laquelle je pouvais passer des heures, sans me sentir, aussi oppressée que sur Instagram, par exemple. Jusqu'à ce que je commence à créer du contenu. C'est vraiment quand j'ai commencé à créer du contenu que tout a basculé finalement et en fait, j'ai commencé à, tomber dans des dynamiques que je pensais avoir dépassées et que je m'étais un peu juré de jamais reproduire. Ce qui a été un coup dur pour mon ego, pour ma personne. Et donc, si j'avais pas pris ce recul, de me poser, de pas continuer en fait à poster régulièrement et à sortir la tête du guidon, je pense sincèrement que ça m'aurait rendue folle. On va parler de tout ça aujourd'hui. D'abord, je vais parler de l'intégrité versus la performance et de qu'est-ce que c'est de jouer le jeu de YouTube finalement. Déjà, j'avais trop fait l'indistinction, mais quand tu regardes, chaque réseau social repose sur la même chose. Ça repose sur le fait de capter l'attention de l'auditoire, de l'audience et YouTube, ce n'est pas différent d'Instagram à ce niveau. La forme est différente, mais le fond reste le même et c'est aussi un jeu de perception. On va se mettre en scène. Tu le vois là derrière moi, j'ai un fond qui est quand même, joli. Je me suis mis en place, je me suis apprêtée parce qu'il y a quand même ce souci de se dire, bah, tu mets ton image au public, tu as quand même envie d'avoir un minimum de contrôle dessus. Donc déjà, je vais enlever ce piédestal sur lequel j'avais placé YouTube en disant: «Ouais, c'est trop bien». L'époque où on pouvait être, réel, authentique, comme on est sur YouTube, elle est dépassée, j'ai envie de dire. Après c'est un choix et ça on va en parler plus tard. C'est un choix de le rester ou pas, mais on va pas faire genre. Il y a aussi un jeu de perception qui est sur cette plateforme. En plus de ça, quand tu partages des idées, quand tu te poses, que tu travailles sur un script pendant des heures, pour certains pendant des semaines, bon maintenant avec l'IA ça peut aller beaucoup plus vite aussi, tu te poses pas juste pour que ta vidéo elle fasse 2 vues. Soyons clairs, soyons précis, on va pas faire genre. Quand tu travailles, quand tu te poses devant ta caméra, tu as envie que ton message il touche le plus grand public possible. Et moi, je suis pas exempte de ça. C'est mon cas aussi. Et pour ce faire, il y a quand même un besoin de répondre aux règles du jeu. Parce que sinon, ton contenu, il se noie vite dans la masse. Est-ce que tu sais maintenant combien de vidéos par jour sont publiées sur YouTube? Je te laisse prendre le temps de réfléchir. Tu peux mettre dans les commentaires, mais c'est un nombre, pardon, exorbitant. On peut chercher la performance. On peut confondre justement cette envie de toucher le public avec le fait de chercher la performance. On le voit partout, c'est des vidéos qui sont scriptées de A à Z, des méthodes pour attirer l'attention, des filtres, des jeux où on va lancer un truc, enfin bref, plein de choses comme ça qui font que le contenu il est optimisé, ça suit certaines tendances pour justement que ça trouve son public, que ça réponde aux besoins de l'algorithme, mais au final le besoin de l'algorithme c'est le besoin du public. Voilà, donc tout ça c'est pour dire que si on se concentre que sur le résultat, c'est-à-dire le nombre de vues, la vitesse à laquelle la chaîne YouTube se développe, on peut vite se perdre. Et ça a été mon cas. En fait, j'ai eu besoin de prendre ce recul pour justement éviter de me perdre et me reconcentrer sur les bonnes choses. Quand tu commences la création de contenu, tu te rends compte de la partie cachée de l'iceberg. Ça, c'est des choses que tu vois pas. Moi, quand je consommais, franchement, je me disais que oui, c'est dur, il y a du travail derrière, mais je me rendais pas compte à quel point il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Et on va parler justement de ce jeu-là, de YouTube. La partie cachée de l'iceberg, c'est trouver une bonne miniature, trouver le bon titre avant même de tourner ta vidéo. C'est de savoir si ton sujet déjà intéresse les gens. C'est trouver le hook parfait pour que tu partes pas dès les premières secondes de la vidéo. Et tout ça, en fait,
ça crée beaucoup de frustration. Il y a des gens qui naviguent très bien avec ça, mais je pense qu'au départ, on arrive un peu naïf en se disant: «Vas-y, j'arrive et je vais faire comme je veux parler de ce que je veux et ça va marcher quoi qu'il arrive». Ce qui est assez, ironique, c'est que dans mon cas, ma première vidéo qui n'a pas du tout été, scriptée, j'avais un plan comme aujourd'hui j'ai avec des petites dans mon petit carnet avec mon critérium là. C'est une vidéo qui a «fonctionné» entre guillemets parce que, les gens sont restés pour beaucoup jusqu'au bout de la vidéo et ont été intéressés. Mais j'ai utilisé aucune technique et c'était un peu l'exception. La règle, c'est que quand même il faut suivre. C'est pas il faut, je sais pas comment expliquer. La règle, c'est que quand même, il y a des trucs qui font que ta vidéo, elle va retenir l'attention ou pas et donc il y a tous ces enjeux-là, il y a tous ces, c'est du taf, c'est du taf en fait. Tu dois être à la fois, un peu en mode marketing parce que tu dois essayer de vendre ton produit. C'est beaucoup de packaging en fait. C'est beaucoup plus de packaging que de fond et c'est frustrant parce que encore une fois, moi dans ma tête, je me suis dit: «Je veux juste m'asseoir sur ma chaise, filmer et faire comme je veux». Alors que non, ça fonctionne pas comme ça. C'est une plateforme qui est exigeante avec plein de règles et voilà, c'est pareil que toute autre plateforme de réseaux sociaux parce que le capital est le même, c'est l'attention des gens. Et une grande partie, du coup, de la réussite en tant que personne qui crée du contenu, c'est de réussir à attirer et capter l'attention des gens. Donc ouais, j'ai joué le jeu pendant 3 mois. J'ai posté régulièrement, je faisais en sorte de poster tous les 8 à 10 jours. Et j'ai fait ça en cherchant à optimiser les contenus, voilà, en regardant est-ce que le sujet là, il y a un créneau, est-ce que ça va intéresser les gens. J'ai optimisé à fond, j'ai fait des miniatures avec des photos, avec, des expressions plus ou moins expressives. Bref, des choses franchement que je pensais jamais faire. Moi, dans ma tête, je suis arrivée, je me suis dit: «Je vais juste tourner ma vidéo, ma photo de miniature, ça sera juste une capture d'écran là, comme vous voyez assez souvent chez les youtubeurs et basta, on n'en parle plus». Mais en fait, à partir du moment où tu regardes les métriques, tu te rends compte que ton taux de clic, il est pas bon. Les gens ne cliquent pas sur ta vidéo. Donc si les gens ne cliquent pas, ils ne peuvent pas découvrir le propos qui est à l'intérieur et une fois qu'ils ont cliqué, tu te rends compte aussi qu'ils s'en vont dès les premières 30 premières secondes. Donc ouais, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. J'ai d'abord travaillé sur, le packaging. Je me suis dit, non, j'ai d'abord travaillé sur mon storytelling et je me suis dit: «OK, je vois que la rétention, elle baisse, donc je vais faire en sorte de capter l'attention des gens dans les 30 premières secondes». Après, une fois que j'ai réglé cette partie, que j'ai compris, voilà, qu'il fallait faire un hook et cetera, j'ai commencé à travailler sur le packaging, à travailler, à optimiser le titre, la miniature. Après, tu te rends compte que si, que tu te rends non, franchement, c'est exigeant, c'est dur, c'est chronophage, c'est ouais, c'est quelque chose. Ça m'a fatiguée. Mais en même temps, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, dans le sens où quand tu veux quelque chose, il y a un sacrifice, il y a du travail à apporter. C'est un sacrifice de temps, un sacrifice d'effort et ça, c'est quelque chose auquel j'étais ouverte, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur, honnêtement. Donc mon état d'esprit, il était vraiment, porté sur, le fait que ma vidéo, elle touche le plus de gens possible et donc dès que j'avais travaillé de fou sur une vidéo et que je m'étais dit: «Ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne», la course à la vidéo qui sera virale, qui va faire «percer» entre guillemets, dès que je voyais que les performances, elles étaient moyennes dès les 2 premiers jours, ça me décourageait, en fait. Parce que je me disais: «Mais attends, j'ai mis tous ces efforts colossaux là de montage et tout juste pour ça?» Ouais, parce qu'il y a le montage aussi. C'est du taf. Faut se rendre compte, hein. Les gens qui font les haters là, ils se rendent pas compte. Bref et au fur et à mesure, donc je me suis rendu compte d'un truc, c'est que YouTube, c'était en train de devenir mon nouveau patron. Et c'était pas le but à la base. Le but à la base, c'était de partager mes idées, m'asseoir devant ma caméra et voilà, discuter, c'est tout. Sauf que j'ai été prise dans cette, spirale. Je me suis laissée happer dans cette spirale même et je me suis dit à un moment: «Non, je veux pas que YouTube, ça devienne mon patron. Je veux pas me lever le matin et me dire: "Ah, il faut que je nourrisse mon algorithme, en faisant une vidéo par semaine parce que sinon si je fais pas ça, personne va me calculer, ma vidéo elle sera pas poussée"». En fait, c'est fatigant et je pense que les personnes, quand elles commencent à créer du contenu, justement, elles veulent pas retomber dans cette routine du 9 to 5. C'est une recherche aussi d'une forme de liberté et de créativité. J'ai plusieurs vidéos qui sont prêtes, qui sont montées parce que j'étais quand même déterminée. Je me suis dit: «Voilà, faut être discipliné dans la vie, hein. Les choses, il faut aller au bout, faut tenir sa parole et tout».
Mais j'avais même plus envie finalement de les poster parce que je me disais: «À quoi bon? Je vais la poster, ça va pas faire, beaucoup de vues, ça va pas faire beaucoup de réactions, les gens ne vont pas forcément, commenter ou quoi que ce soit», c'est fatigant et même si on peut dire ce qu'on veut, voilà, la validation extérieure, c'est pas le plus important. Oui, on a besoin de se sentir vu, on a besoin de se sentir soutenu. En tout cas, moi, c'est mon cas et je l'assume complètement. J'ai besoin de sentir effectivement que mon message intéresse et touche des personnes. Et quand tu as l'impression que c'est pas le cas, bah forcément, ça décourage. Donc je suis en phase de remise en question, mais pas que sur ce plan-là. En réalité, je suis en phase de remise en question sur beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie. J'ai fait un gros déménagement de plusieurs kilomètres, de plusieurs centaines de kilomètres et bref, ça soulève avec tout ça, beaucoup de questions, mais je le navigue bien et justement, j'ai pris le temps d'accepter cette période de petite mort et d'arrêter de foncer la tête dans le guidon. Parfois, stick to the plan, c'est pas ce qu'il faut. Parfois, ouais, prendre du recul, c'est bien aussi. Puis sur cette partie petite mort, il y avait aussi les questions d'intégrité, de sincérité. Quelle sincérité? Quelle utilité en fait? Moi qui parle d'alignement, moi qui parle d'estime de soi, je peux pas m'asseoir là devant vous et mentir en faisant genre que je vis ma best life et que je suis trop confiante dans ce que je fais, alors qu'il y a du doute, alors qu'il y a de l'impatience, du dégoût. C'est pas honnête et ça aussi, ça fait partie de ma remise en question. Quelle sincérité, quelle utilité en fait d'avancer comme ça si dans le fond tu te sens oppressée. Au départ, j'avais pas envie de me prendre la tête et j'ai toujours pas envie de me prendre la tête. C'est ce dont je me rends compte aujourd'hui. Et voilà, chacun sa manière de fonctionner. Il y a des gens qui fonctionnent très bien comme ça, qui arrivent à suivre. Moi, je suis une personne, j'ai besoin de trouver du sens dans ce que je fais et j'ai besoin de trouver du plaisir en fait. Si ça me stresse, ça va pas être possible. J'ai pas envie de souffrir et j'ai pas envie d'être un énième robot dans ton feed. J'ai pas envie d'être une autre personne. Tu te demandes si c'est une humaine ou si c'est un avatar IA parce que je pense que là, il y en a assez en fait. Donc là, j'ai parlé plutôt de mon ressenti. Après, c'est bien de prendre du recul aussi parce que moi, j'aime pas blâmer les plateformes. Même si je le fais dans le titre parce que ça t'a attiré. Pour moi, c'est pas YouTube le problème. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. C'est nos comportements. Et même s'il y a un aspect où, ouais, en vrai, il y a un aspect où YouTube, ça devient similaire à la télé, ce qui est assez étrange parce que YouTube, à son départ, s'était placé en opposition avec la télévision. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Ça reste aussi le reflet de nos comportements et du collectif humain, dans le sens où sans nos comportements, sans nos schémas, non, on va prendre la chose autrement. Ces personnes-là qui développent tous ces outils, tous ces réseaux sociaux, etc., c'est pas des personnes qui développent les algorithmes sans se baser sur des faits. C'est parce que justement, il y a des recherches qui prouvent certains comportements que ils ont trouvé une espèce de faille, entre guillemets, et on peut pas s'asseoir et dire ouais, c'est YouTube. Par contre, ce qu'on peut s'asseoir et faire, c'est se dire pourquoi on en est là et qu'est-ce qui fait dans notre évolution en tant que race humaine, ouais, on soit là à être sur nos écrans, à vouloir que, hop, dès qu'on ouvre une vidéo, il faut que ça réponde à notre question dans les 3 premières secondes, sinon on passe à autre chose. Pourquoi on a besoin d'avoir du drame et pourquoi on est tous présents quand c'est des sujets hyper clivants, mais dès qu'il y a de la nuance, il n'y a plus personne. Faut se poser ces questions-là. Pourquoi on a besoin d'avoir des miniatures putaclic pour être attiré? Je trouve que c'est révélateur de beaucoup de choses. C'est révélateur de notre réactivité émotionnelle qui, à l'échelle du collectif, est encore massif. Cette addiction au drame et encore pire, c'est aussi ce attention span, cette capacité à se concentrer sur un sujet plus de 15 secondes qui baisse de plus en plus. Et voilà, ça, c'est nous, en fait. On peut pas s'asseoir et juste dire, ouais, c'est à cause de YouTube, c'est à cause de Instagram, c'est TikTok, toc, toc. Non, non, en fait. Parce que ton libre arbitre, il est présent. On t'a jamais ballotté.
c'est toi qui choisis. D'autre part, je remarque aussi qu'il y a une professionnalisation assez extrême sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui sont présents et qui font de la promotion en créant du contenu de leurs produits et de leurs services, qui fait qu'on a énormément de vidéos avec un niveau de production absolument, un niveau de production ridiculement. Et toi, quand tu es là et que tu fais les choses seule et que tu pas forcément envie de mettre des moyens colossaux, bah, c'est décourageant. Et puis, il y a cet aspect où c'est assez déshumanisant aussi. Quand je venais sur YouTube, je venais pour écouter des personnes comme moi, partager des idées, trouver une caisse de résonance aussi avec mon système de croyances, etc. Et là, je trouve que c'est assez étouffant parce qu'il y a vraiment toute cette sphère professionnelle qui est sur YouTube. Je sais pas, ça peut être les coachs, les consultants, les psys. En fonction de la niche, c'est des choses diverses et variées. Mais voilà, je trouve que ça ajoute une dynamique où il y a beaucoup de contenu qui finalement est un contenu de promotion professionnelle. Et toi, au milieu de tout ça, en fait, trouver ton créneau, c'est compliqué. Parce que si tu as un niveau de production qui est trop nul, bah, tu as un peu à la ramasse et tu as 10 trains de retard. Au contraire, si tu as une production qui est high level, etc., bah, les gens ils vont se sentir déconnectés de toi. Et je trouve que c'est une danse assez compliquée pour trouver son chemin. Pour ma part, si je le voulais, je pourrais faire des vidéos extra qualitatives, mais je choisis de pas le faire. J'ai pas le temps, en fait, de passer toute la semaine sur un montage pour que ça soit, voilà, pour qu'il y ait tous les effets audio, tous les petits trucs, tous les petits détails qui font que ta vidéo, elle capte l'attention jusqu'à la fin. J'ai pas le temps et finalement, je m'en fous, en fait. Donc, ça va très bien avec la suite de mon propos, c'est que c'est une question d'approche et de recul. C'est pas que YouTube est à blâmer. C'est plus que, par exemple, dans mon cas, mon approche, à un moment donné, j'ai perdu le cap. J'ai perdu le cap. Je me suis dit, allez, ok, on est lancé. Maintenant, il faut qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait des vues. Alors que finalement, je peux me concentrer plus sur le fait de moi donner mon maximum, me dépasser, faire mieux qu'hier. Et puis voilà, s'il y a 10 000 vues, super. S'il y en a deux, bah tant pis, au moins j'aurais fait la chose. Et c'est l'état d'esprit que j'avais au départ. C'est un effort de rester concentré sur cette intention-là, C'est un effort pour rester sain et focus sur ses vrais objectifs. Donc j'apprends à accepter ce qui est, j'apprends à accepter que voilà, les réseaux sociaux, c'est un reflet de la nature humaine dans toute sa beauté et dans toutes ses failles. J'accepte que pour la plupart, même pas pour la plupart, pour la majorité, pour le commun des mortels, duquel je fais partie aussi, hein, on va pas faire genre. On cherche le prochain shot de dopamine. Les dirigeants de ces compagnies l'ont très bien compris et exploitent cette faille, cette recherche incessante, cette soif grandissante pour toujours plus de drame, toujours plus de contenu. Et je peux tirer une leçon de ça. Déjà, c'est que je suis pas au-dessus. Je ne suis pas au-dessus. C'est pas parce que j'ai fait un travail sur moi pendant des années et que je suis plutôt introspective, donc c'est facile pour moi d'aller à l'intérieur et de ressentir que je suis au-dessus de ça. Oui, moi aussi, parfois, je vais tomber dans ce besoin de validation. Et la différence, c'est que dans mon cas, ce besoin de validation, c'est plutôt par des marqueurs de reconnaissance externes. Ça va pas forcément être la personne qui me dit trop bien, bravo. Je sais pas si tu vois la nuance. En fait, je reste une personne humaine et je reste vulnérable à certains niveaux de ma psyché et c'est OK. Une autre leçon, c'est de poser des intentions et de renouveler ses intentions régulièrement. C'est de se demander pourquoi on fait les choses et voilà. C'est pas grave de se poser certaines fois et se dire finalement j'ai plus envie. Finalement ça m'intéresse plus. Mes objectifs ont changé et j'ai envie de faire autre chose. C'est de s'écouter, d'écouter son intuition, c'est d'accepter parfois de ralentir, même s'il y avait une promesse, entre guillemets. Dans mon cas, oui, il y avait une promesse. Je suis présente, il y a des gens qui continuent à me suivre, des gens qui continuent à regarder mes vidéos alors que je sais même pas si j'ai envie de continuer. Et donc, ouais, une leçon, c'est d'accepter
de ralentir, d'accepter de changer d'avis, de dire non, finalement, ma santé mentale est plus importante que ça. C'est d'accepter de se faire rare dans un contexte où on est noyé de voix, de propos, de pensées, d'opinions différentes. Et surtout, de favoriser le offline et d'aller toucher de l'herbe. C'est tout pour moi. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me revoir. Est-ce que vous allez me revoir? Peut-être. J'ai plein de choses que j'aimerais partager. Je vais sortir de cette phase de petite mort, hein. Ça va aller mieux. Je pense que c'est parce qu'on arrive dans l'hiver aussi et que c'est une phase où je rentre dans ma carapace et je me remets vachement en question. Allez, ciao.